Alors, bonsoir à tous pour ce premier talk show, non pas Sales Talk, mais talk show de l'année. J'en profite bien évidemment pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, plein de bonnes ondes, évidemment, la santé d'abord, mais aussi on va vous souhaiter beaucoup de réussite professionnelle et de business notamment. Et ça tombe bien parce que ce soir, on va parler de business au sens large, mais à travers la notion d'entrepreneuriat, et notamment parce que eh bien, Eurydice, tout d'abord est d'abord lié à une aventure entrepreneuriale puisque, avant d'atteindre cette taille-là, c'est d'abord parti d'une idée, de 2 entrepreneurs, qui venaient, du monde de la tech et qui ont constaté que, eh bien, il y avait un manque très important de commerciaux dans le secteur de la tech. Et depuis lors, la question entrepreneuriale est restée importante chez Eurydice, aussi par ses anciens qui sont aujourd'hui représentés, en l'occurrence par Makram, Torkani qui est les anciens parmi les anciens, promo 17 notamment, 2003. Mais nous avons également, Eddy, Slimani qui est là. Eddy, tu me rappelles toi ta promo, c'est 60 ou pas? Non, c'est un peu avant 60. Promo 59, ouais. 59, on était pas loin. Et qui a aussi, est devenu lui aussi un entrepreneur. Et ce qui est particulièrement important dans ces parcours, c'est la place justement du business développement et la question notamment de la vente qui se pose parce que, comme on le dit souvent, en France, on manque pas, d'innovateurs, on manque pas d'entrepreneurs, mais la plupart du temps, lorsqu'ils échouent, c'est ils échouent par un manque de savoir-faire commercial. Et ça tombe bien parce qu'on a aussi notre expert commercial qui coach un certain nombre notamment de start-upers avec Sylvain Fantoni qui est directeur de la Sales Academy. Donc, bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Et on va à travers, et normalement peut-être que d'autres vont nous rejoindre sur cette thématique. Et c'est pour ça que d'ailleurs avec quelques-uns d'entre eux, notamment Makram et Sylvain, nous avons créé le concours Startup Nation by Eurydice avec cette idée forte justement que le savoir-faire commercial, le business développement, le smart business était au cœur justement de la réussite de l'entrepreneur. Et on déroulera à travers ça justement et donner à la fois des tips, mais des éléments importants sur ce que j'appelle un peu le cycle de vie de l'entrepreneur et à chaque étape clé, du coup, quels sont les points, importants peut-être à retenir? Et puis un partage d'expérience parce que ça, c'est bien aussi sur le papier, mais souvent la réalité, fait que, parfois, il y a l'opportunisme qui va jouer avec des compétences spécifiques. Et certains pourront réagir justement par rapport à ça. Alors le but, il se peut que certains parmi vous participent au concours, Startup Nation, donc ça pourra fortement leur servir, mais mêler cette logique entrepreneuriale d'une part et business développement, ça sert aussi, on le verra avec Sylvain par exemple, et Makram et Eddy d'ailleurs, sur leur activité plus de commercial ou d'ingénieur d'affaires ou de vendeur plus généralement, parce que cette démarche entrepreneuriale, cette compétence, elle est aussi clé pour les ingénieurs d'affaires. Et nous avons ce soir un certain nombre d'ingénieurs d'affaires qui sont très présents. Alors, on va peut-être démarrer avec Makram, notamment parce que déjà peut-être voir ce qui a présidé, parce que tu as démarré d'abord, sur, le poste d'ingénieur d'affaires, ce qui était assez classique quand tu que sortais de Redis. Mais Exactement. qu'est-ce qui t'a fait basculer, vers le monde de l'entrepreneuriat? Surtout que tu as démarré jeune. Certains démarrent après, 20 ans d'activité, ils veulent une forme d'indépendance, mais toi tu as démarré assez jeune. Qu'est-ce qui a présidé à cette démarche? Et on posera d'ailleurs la question à Eddy, également. Alors, merci Erwan pour ta question. Merci à tous d'être là. Moi, j'ai commencé ma première entreprise en 2008, donc j'avais à peine 28 ans, 27-28 ans. Et j'ai commencé par créer effectivement un cabinet de recrutement. Voilà, donc vraiment dans l'entrepreneuriat ou un cabinet de recrutement avec une mission qui est simple dans le cabinet de recrutement, trouver des clients et trouver des candidats et de mettre en relation les demandes des clients et des candidats. Pourquoi j'ai basculé là-dessus? Effectivement, moi je suis sorti de Redis à 23-24 ans avec effectivement mon diplôme d'ingénieur d'affaires fraîchement eu chez Eurydice avec la promo 17. Et j'ai commencé, effectivement, j'ai travaillé en ESN, je travaillais dans la presse aussi en tant que commercial. Et très rapidement, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir Et la réponse était très rapide, c'était de construire, de bâtir quelque chose pour moi-même, parce que j'ai vu qu'effectivement,
notre fonction était très importante au cœur des entreprises et même centrale dans les entreprises. Hein, c'est le cœur de l'entreprise, de business. Et je me suis dit, bah, je veux construire des choses pour moi-même et avoir la main, les mains libres pour construire des choses. Voilà. Donc c'est vraiment le côté développement, construction, bâtir des choses. Je dis souvent, je suis un bâtisseur. J'aime bien monter des choses, monter des projets et après les développer. Et tu avais le sen enfin, tu avais le sentiment que tu étais entre guillemets «un peu bridé», à l'intérieur des structures, plus classiques, Oui, peut-être, ouais, j'ai souvent le sentiment là, Erwan, effectivement, se d'accord. disant, voilà, j'ai des choses que je veux faire, j'arrive pas à les faire ou je peux pas les faire parce que j'ai une structure autour de moi qui me permet pas de le faire et donc j'ai voulu effectivement casser un peu, comme on dit souvent, les murs pour aller développer ses propres projets. Toi, Eddy, qui est beaucoup plus jeune que Makram, du coup, heu, une Merci de petite le dizaine notifier. d'années une petite dizaine d'années, après, toi, de ton côté, est-ce D'écart, que ouais. c'est la même logique qui a présidé, à ça, cette volonté d'indépendance? Ou est-ce que c'était peut-être d'aller sur, d'autres secteurs éventuellement, puisque tu as, toi, créé, enfin, dans différents domaines. Mais pareil, est-ce que c'est la même logique un peu d'indépendance qui a été au cœur de cette, enfin de cette construction, de ce parcours? Ouais, alors c'est à peu près la même logique. Alors moi aussi, donc j'ai été donc dans des belles boîtes, dans des gros éditeurs de logiciels. Je suis passé par Sage, en passant par PayPal à Dublin et en passant par Oracle à Malaga. Donc des grosses structures où effectivement, bah, on est des numéros, forcément, où on a une direction commerciale, on a des vice-présidents, on a des stratégies à suivre à droite, à gauche. Et en fait, on est un peu bridé bah, voilà, enfin, dans nos positions et on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est forcément obligé du coup de respecter bah, notre hiérarchie, toutes les missions qu'on nous demande. Et de temps en temps, ça peut paraître un peu frustrant parce qu'on a des idées qui peuvent être de temps en temps un peu innovantes pour aller chercher du business. Et malheureusement, en fait, on ne nous donne pas cette liberté de pouvoir y aller, bah, parce que voilà, encore une fois, on doit suivre les rangs et du coup aussi, pareil, le fait d'être innovant fait peur aussi à peut-être à certains Mmh. managers. Souvent, ouais. Ça, voilà, ça fait peur et encore une fois, on a toujours un peu peur de sortir un petit peu de cette zone de confort ou de ce qu'on a l'habitude de faire dans les grands groupes. Et forcément, bah, tu termines un peu frustré. Alors moi, j'ai terminé un peu frustré un peu rapidement, un peu rapidement parce que, assez jeune, j'ai toujours été un peu, j'ai eu la chance d'être top performer dans la plupart des boîtes dans laquelle j'ai été et en fait, c'est ça, c'est de se dire: «Bah, en fait, j'ai l'intime conviction que mes idées peuvent être bonnes et pourquoi pas, en fait, bah, aller essayer, bah, d'y aller en solo, quoi». Donc c'était vraiment ça, au final, je rejoins assez Makram sur ce point-là. C'est effectivement le fait d'être indépendant et le fait de se faire confiance aussi et de se dire: «Bon, bah, en vrai, j'ai l'intime conviction que je peux y arriver tout seul». Alors, on va voir qu'on va parler, de mots clés que connaissent souvent les juridiciens, que ce soit ICP, USP, plan d'action commerciale, notamment. On va reprendre tout ça et on se fera aider par Sylvain sur le sujet. Très souvent et d'ailleurs c'est le cas du concours, de création, enfin le concours Startup Nation qui est juste derrière et la question souvent est de se dire, d'abord c'est l'idée et dans l'idée comment vous avez fonctionné et parce que très souvent la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la veille. Est-ce qu'il faut faire une veille, qu'elle soit technologique ou veille d'entreprise? Et de se dire absolument: «Je dois trouver quelque chose qui n'existe pas». Est-ce que c'est ça qui est vraiment le premier conseil qu'on peut donner, aux jeunes start-upers ou en tout cas ceux qui ont envie de créer des entreprises? Avant de parler, on va voir après la notion de ciblage. Mais est-ce que c'est ça vraiment le point d'entrée, Macram notamment pour démarrer? Alors Parce que toi, par exemple, alors si le tu point parlais d'un d'entrée pour cabinet de démarrer recrutement, ça existait en tant que tel, donc c'était pas l'idée n'était ah pas bah, bien sûr, nouvelle dans l'absolu. ça existait depuis 50 ans. C'est c'est vraiment cabinet de recrutement, c'est vieux comme le monde. Non, moi je vais parler et vous allez vous reconnaître les éruditions qui sont là aujourd'hui tous ensemble. C'est le point de douleur. Il faut répondre à un point de douleur. C'est ce qu'on utilise dans le spin, c'est ce qu'on utilise dans notre investigation, dans la vente. C'est de dire, OK, j'ai une population qui est en face de moi, qui a un point de douleur ou plusieurs points de douleur. Comment je peux y répondre? Et c'est là où on va mettre un facteur peut-être différenciant. C'est dire, comment je peux répondre différemment
que ce que les concurrents proposent, que le marché propose aujourd'hui. Comment je peux rendre ça plus fluide, plus facile. Mais moi, pour moi, le point de départ, j'attends vos réactions, mais pour moi, le point de départ, c'est identification d'un ou plusieurs points de douleur. Et une fois qu'on l'a identifié, voir comment tout simplement on peut y répondre. Et ça peut être vraiment des toutes petites choses au quotidien, hein, mais c'est vraiment ça. Si je peux rebondir sur ce que dit Makram, le point de douleur, il peut être sur le marché, c'est-à-dire les futurs usagers. On se rend compte, par exemple, si je reprends l'exemple de Makram, l'idée c'est de se dire, bon, bah, les cabinets de recrutement, il y en a déjà, mais par contre, dans tous les cabinets de recrutement, on retrouve toujours le même problème. Il y a toujours une galère à tel endroit. Donc, je vais faire une idée qui est hyper commune, mais je vais résoudre un point de difficulté sur ça. Mais sinon, ça peut être aussi directement sur l'usager final. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux options pour moi. Soit on va développer une nouvelle chose, soit on va mieux exécuter, parce qu'en fait, le secret de beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'exécution. Et c'est le point d'achoppement. Dans l'exécution, il y a la vente, évidemment, Erwan, mais au-delà de la vente, il n'y a pas que la vente. Le point d'achoppement, c'est l'exécution. Et c'est le fait de vouloir déléguer trop vite. Je crois que le défaut majeur de beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas fait Eurydice et qui donc ne se sentent pas… Mais non, mais c'est vrai, un euridicien par nature, il sait qu'il va être le premier commercial de sa boîte. Il ne se pose même pas la question. Quelqu'un qui a fait une grande école de commerce, mais qui n'a pas eu de cours de vente, quelqu'un qui a été ingénieur, qui n'a jamais fait de vente, leur premier réflexe quasiment systématique, c'est d'embaucher des stagiaires pour faire le commerce. Et là, on voit tout de suite qu'il va y avoir un problème. Parce que si ce sont les stagiaires qui font le commerce et qu'on n'est même pas nous le premier commercial, ça veut dire qu'on ne peut même pas piloter ces premiers stagiaires qui sont censés faire les premières ventes. Et on le sait, dans le cadre d'une start-up, le quick win, les gains rapides, le fait de signer rapidement des projets est essentiel. Makram, je crois que moi j'ai toujours dit pour rebondir, j'ai toujours dit pour rebondir sur les Sylvain, c'est que l'entrepreneur, le dirigeant, c'est le premier des commerciaux. C'est le premier commercial de la boîte. C'est lui qui doit porter le projet, qui doit savoir vendre le projet, c'est le premier commercial de l'entreprise. Après, il peut en recruter 100 s'il veut, mais c'est le premier. C'est lui qui doit montrer l'exemple et ouvrir les portes. Alors, après cette première phase, donc, qui est plutôt intéressant parce qu'on est moins sur le produit au sens strict que soit la réponse aux besoins, soit à une exécution spécifique qui améliorerait ces éléments. Et je crois souvent en vous écoutant, messieurs, c'est que la notion ensuite de ciblage, de segmentation paraît essentielle et la notion d'ICP, est-ce qu'on peut en dire un mot pour préciser cette s'il vous semble que c'est la seconde démarche parmi ça. Et après, Johanna, une question, mais on aborde d'abord la question du ciblage et de la segmentation. Alors moi, j'avancerai un tout petit peu avant, dans la réflexion, en tout cas, comme je le ferai quand je coach des startups ou quand j'en monte, c'est la notion de « Ok, j'ai un pain point ou plusieurs pain points, j'ai une idée de comment y répondre, donc problème, solution, d'accord? Mais la question qui vient très vite derrière, c'est « Pourquoi moi? C'est quoi mon USP? En fait, comment je ferais différemment? Comme on a dit, cabinet de recrutement, ça existe depuis 100 ans. Pourquoi aujourd'hui je monte un cabinet de recrutement et pourquoi les gens travailleront avec moi et mon cabinet plutôt que les Michael Page, tous les énormes cabinets de recrutement qui existent dans le monde? Donc tu vois, la notion d'USP, je pense qu'elle est très tôt. Il faut très tôt l'aborder. Légèrement antérieure à la notion de ciblage. Ouais, le facteur différenciant, les facteurs différenciants dans ta vente et dans ce que tu vas vendre est très tôt pour moi dans la réflexion de l'entrepreneur. Et un facteur qui est un facteur de succès qu'on constate des entreprises qui ont performé fort et des entrepreneurs avec lesquels on échange parce qu'on en connaît quelques-uns, c'est aussi de construire ces deux éléments, comme Makram disait, la notion d'USP et la notion d'ICP qui va venir juste après, donc Ideal Customer Profile. C'est surtout de bien la co-construire avec des clients. Une des erreurs les plus répandues après avoir embauché un stagiaire pour faire le business à ta place, c'est de croire que tu as compris le marché dans ton salon. Le marché, il se comprend dans le salon des clients, pas dans son salon à soi. Et ne pas itérer son idée et ne pas avoir cette capacité même de micro-pivot, parce qu'il y a des pivots où carrément on change d'idée parce qu'on se rend compte que le marché nous dit que ce n'est pas ça qu'il attend. Mais même des micro-pivots à l'intérieur de sa solution, tout ça ne vient que
du client. Donc, itérer son idée, tester son idée, non pas avec des potes et non pas dans son salon, mais avec des prospects, ça reste un conseil Avec majeur. des vrais clients, avec des vrais prospects. Avec des vrais clients, est un conseil majeur. Alors, merci, je crois que c'est MN pour ses commentaires. Il y avait Johanna, je crois qu'il y avait une question déjà intermédiaire avant qu'on avance et qu'on aille voir si du côté d'Eddy, ça s'est passé comme ça. Parce que l'idée, c'est aussi de raconter parfois quand on ne l'a pas fait dans cet endroit-là, parce qu'il n'y a pas évidemment des succès par définition, ou il peut y avoir des succès. Johanna, pardon. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je Très me bien. suis arrêtée, je suis sur la route pour rentrer chez moi du travail. Ouais, donc je voulais déjà vous remercier pour cette vidéo conférence parce que c'est vrai que quand on est jeune et qu'on souhaite entreprendre, c'est toujours un petit peu complexe. Moi, dans mon cas, je suis du coup en master 2 à Nantes, à Eurydice et j'ai candidaté, en tout cas, j'ai posté ma vidéo pour le projet Startup. Et je rejoins totalement ce qui a été dit. Ce qui est vraiment important, c'est déjà de cibler le point de douleur. Je trouve que c'est vraiment ce qui est différenciant et ne pas chercher forcément l'idée qui n'existe pas. Parce que justement, dans mes cours d'entrepreneuriat, on a cet exercice de créer finalement une start-up, en tout cas une idée innovante. Et ça a été très, très, très compliqué. Et parfois, il suffit, comme vous l'expliquez, de trouver un point de douleur et de bien cibler les personnes concernées par cela. Donc voilà, mais c'est vrai que aussi dans les points qui sont très complexes à mon sens, il y a la partie financement qui fait très peur. Alors ça, on va y venir un petit ouais, peu après, Johanna, Ok, là-dessus, pardon. mais ça tombe bien, ça fera un petit teaser. Et si On vous voulez, a l'expert dans cette réunion. Ok, bon, alors, super. Je vous écoute. on y reviendra. Je voudrais d'abord, et merci en tout cas, Johanna, par rapport à ça. Ça fait juste un écho, puisque très souvent, avec les 3 amis qui sont là, le nombre de fois, surtout cette dernière année, où il y avait un nombre de projets qui étaient liés à une IA assez magique, qui venait résoudre, sur lequel il n'y avait peut-être pas le point de douleur, ni d'USP, ni de ciblage spécifique. Mais voilà, bon, on y reviendra. Eddy, peut-être un petit témoignage, ou et Makram d'ailleurs, sur voir, parce que ça, c'est un peu les étapes idéales et les écueils qu'on doit éviter. Par contre, est-ce que vous les avez, vous, pu les éviter, ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont enchaînées, soit en bien, soit en mal, et à ce stade, un conseil qu'on pourrait donner? Oui, je peux me permettre, ouais, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire que, bon, je suis complètement d'accord en phase avec vous. À partir du moment où il n'y a pas de, je veux dire, apparemment, enfin, à partir du moment où il n'y a pas de pain point, il n'y a pas de besoin, bon, il n'y a pas de produit derrière. On va pas se mentir, c'est pas la peine d'aller au charbon si derrière on voit pas qu'il y a un pain point, du coup, sur le marché. Par contre, de temps en temps, on peut effectivement, tout avoir. Donc, on peut effectivement réussir à rassembler pas mal de pain points sur le marché, ce qui est déjà un bon début. Sauf que si on revient en fait sur la partie un peu ciblage, et ben, au final, votre pain point, il va falloir quand même bien aller le trouver chez les bonnes cibles. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que de temps en temps, malheureusement, on se trompe un peu de cible. On parlait un petit peu donc d'ICP de persona juste avant. Et en fait, on se rend compte que un pain point on peut en rencontrer pas mal de pain points dans plein d'entreprises, mais c'est peut-être pas au final toutes les mêmes personnes, tous les mêmes personas qui en fait ont ce pain point. Et il y a beaucoup de startups ou de petites structures aujourd'hui qui ont réussi à avoir des pain points, qui ont un produit qui est juste génial, qui répond à ces pain points, mais malheureusement au final qui ne ciblent pas les bonnes personnes et qui perdent énormément de temps et voire de temps en temps ils se disent bon en fait mon produit il n'est pas génial ou je me suis trompé et voilà et ça va pas aller loin. Alors qu'au final, si, c'est juste que malheureusement, ton offre n'est pas du tout au final enfin, n'est pas du tout Alors, positionnée pour la bonne cible. Eddy, Makram, tu voulais je vais rebondir? te donner, voilà, je vais te donner un exemple typiquement dans la startup que j'ai montée. Alors, la startup que j'ai montée après justement mon cabinet de recrutement, c'était une startup, un moteur de recherche de personnes, donc une IA. Alors, c'était il y a très longtemps. On parle pas de ChatGPT, etc. Ça n'existait pas, ça n'existait absolument pas. Nous avions créé une IA pour aller trouver des personnes, donc des candidats notamment. Je vais vous dire pourquoi je l'appelle pas candidat au départ, donc moteur de personnes. On arrive à convaincre des investisseurs, on arrive à lever 1 million d'euros, on arrive à développer une solution qui fait le travail de chercher, donc un moteur de recherche qui fait le travail de chercher ces personnes-là. Et notre cible, donc on parle d'ICP persona,
on s'est dit, on va vendre ça, et notre cible qui va être extraordinaire, on va gagner énormément d'argent, vont être les commerciaux. Parce que les commerciaux cherchent qui? Des clients, cherchent des prospects. Donc, on va leur donner un outil pour aller trouver des prospects. Et on a réussi à convaincre les investisseurs qui ont mis 1 million d'euros sur ce sujet. Eh bien, ça n'a pas marché. On n'a pas vendu une licence de recherche pour les commerciaux. Ça n'a pas, ils n'ont pas adhéré. C'était pas Alors le, pourquoi le c'était pas la bonne produit cible qui... si on selon toi, par rapport à ce cas concret? Alors, c'était pas la bonne cible parce qu'à l'époque, on avait aussi en face de nous un Viadeo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était le LinkedIn Un français. des enceintes, D'accord? ouais. Un des anciens, voilà, réseaux sociaux professionnels. Et ça n'arrivait pas à accrocher, en tout cas, on n'arrivait pas à avoir un facteur différenciant, justement, par rapport, en tout cas, il n'était pas perçu par nos prospects. Et justement, c'est ce qu'on appelle, au bout de 2 ans quand même d'activité, on a fait ce qu'on appelle un pivot. Et justement, c'est là où l'ICP Persona, on s'est dit, bon, on va pas y arriver. On a même pensé à fermer l'entreprise à ce niveau-là. Et on a pivoté en disant, OK, la cible, c'est pas les commerciaux. Qui recherche des personnes? Eh bien, les recruteurs, parce que moi, je venais du cabinet de recrutement. Donc, les recruteurs cherchent des candidats pour recruter justement ces personnes et mettre dans l'entreprise. Et c'est là où l'activité a décollé. Et c'est là où on a fait 8 millions d'euros de levée. On a travaillé avec 50% du CAC 40. On a été créer une entité au Canada. On travaillait partout dans le monde. On était sur 32 pays dans le monde utiliser la solution. Mais vous voyez, c'est juste, le produit n'a pas changé. Hein. Le produit en tant que tel n'avait pas changé. C'est juste une question de ciblage. En fait, il y a vraiment cette partie, et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec l'exemple que donnait Makram. Il y a cette partie test and learn dès le début. N'allez pas en fait sur des Exactement. conclusions hâtives directes en disant bon, je me suis trompé, mon produit ou ma solution ne fonctionne pas. Je vais juste rajouter un exemple par rapport à celui que Makram disait. Moi, je suis en train d'accompagner en ce moment une startup qui fait du Web3, du métaverse. Et du coup, c'est une startup qui a maintenant 1 an, qui a décidé du coup d'externaliser un peu la partie commerciale en décidant du coup de travailler avec moi. Et du coup, la CEO me disait, ça fait 1 an, on galère, alors que la solution est vraiment stylée, etc. Mais malheureusement, ça décolle pas. Et du coup, les premières questions que je lui ai demandé, je lui ai dit, OK, typiquement, aujourd'hui, tu cibles qui? Web3, métaverse dans les sociétés. Bon, on a vu qu'effectivement, tout ce qui est direction communication, direction marketing, voire même des postes qui font vraiment du Web3 mais du métaverse, ça existe aujourd'hui. Et elle me dit, mais malheureusement, ça décolle pas. Et elle m'a dit, il y a un truc vraiment sur lequel je ne comprends pas. Il y a des besoins aujourd'hui dans le milieu du sport et notamment donc du foot. Et vraiment, les directions marketing et com ne veulent pas discuter avec moi. J'ai analysé un peu le truc et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une cellule dans le monde du sport qui s'appelle la cellule Fan Experience, qui est vraiment là en fait pour être encore plus près des supporters et des fans pour aller vendre beaucoup plus de merchandising. C'est même moi un métier que je ne connaissais pas, mais du coup, en me renseignant un peu, en analysant un peu et en discutant. Surtout, hein, n'hésitez pas à prendre votre téléphone quoi, et aller discuter avec les gens. Sylvain le disait juste avant, le marché, on le connaît forcément pas quand on est dans son salon, mais du coup, chez les prospects, chez les clients. Et le fait d'avoir au final un peu ce petit brainstorming et d'aller voir un petit peu ce qui se passe, on a réussi à trouver du coup le fameux persona. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler avec l'AS Monaco, les Girondins de Bordeaux, et j'ai un deal en ce moment du coup avec le Montpellier Heroes Club. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on est des fois au final tellement près du but, mais en fait, c'est juste que c'est pas la bonne cible, quoi. Et ce serait dommage au final. Alors, on est parti, on imagine que là, OK, l'USP est bien façonné, que enfin non, finalement, on a parlé pas mal de ciblage. J'aimerais quand même revenir sur l'USP, parce que ça paraît Ouais. facile, comme ça à dire sur le papier, qui est un point de distinction majeur par rapport, à ses concurrents. Mais comment ça peut se travailler finalement aussi cette USP? Parce qu'on s'aperçoit que parmi les candidats, par exemple, du concours Startup Nation, quand bien même ils ont pu le travailler, je trouve que ça reste quand même un moment, souvent assez faible pour eux, que vraiment d'être capable de nommer, là-dessus ce point de différenciation et ce point de force. Alors est-ce qu'il y a des conseils là-dessus pour travailler ces éléments-là, notamment? Oui, 3 facteurs. Alors, c'est vrai, ceux qui suivent les cours Eurydice le connaissent très bien pour On se déterminer retrouve. l'USP, hein, mais je fais des rappels opérationnels. Trois facteurs très importants. Pour déterminer un USP, il faut savoir déjà quels sont les besoins de vos clients. Donc, c'est clair, c'est pour ça qu'on disait, Edil disait, Sylvain le disait Ça tout à revient l'heure, il le faut pain être qu'il faut identifier.
le pain identifié, les besoins du client, connaître bien l'écosystème dans lequel évolue votre client, c'est-à-dire comment il travaille aujourd'hui, quels outils il utilise, qu'est-ce qui lui va pas, qu'est-ce qui lui va bien, il est content qu'est-ce qu'il apprécie dans ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il apprécie moins, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Donc ça, ceux qui connaissent le spin selling savent que c'est des questions qu'on va poser sur du spin. Donc on est sur une démarche spin en allant chercher les points de douleur. D'accord. Ça, c'est le premier élément, connaître très bien son besoin client. Le deuxième élément, c'est de connaître parfaitement ses concurrents. Vous ne pouvez pas déterminer un USP, un facteur différenciant. Par définition, il y a différence. Donc, vous ne pouvez pas sortir une différence si vous ne connaissez pas ce qu'il existe sur le marché. Qu'est-ce qu'utilisent vos clients que ce soit des petits concurrents, des gros concurrents, les mastodontes du marché, les Microsoft, les ce que vous voulez, et la petite startup à côté qui a monté son produit. Donc, sans connaître vos concurrents, vous ne pouvez pas définir un USP. Pas possible, puisqu'il faut un facteur différenciant. Et une fois qu'on profite à ce stade, Makram, avant que tu abordes le troisième point, j'en profite parce que nous étions jury l'année passée, notamment dans le concours. Parfois, ça arrivait fortement qu'on cherche devant eux en parallèle, juste sur le net, donc vraiment avec 3 mots-clés sur Google. On prend Google, on fait. Et les gens nous disent, bah non, on est les seuls. Et juste en tapant, on avait l'impression qu'il y avait déjà 10 offres possibles sur le sujet. Bon, c'est une petite remarque, mais qui fait évidemment souvent un peu. Qui échaude un peu tout ça. Troisième point, pardon. Et alors, une autre remarque, c'est très important, moi je le dis quand je donne par exemple des intervenants dans l'entrepreneuriat, c'est il ne faut pas avoir peur des concurrents. C'est une bonne nouvelle la concurrence. La concurrence est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il existe un marché. S'il y a des concurrents, c'est qu'il existe un marché. Moi j'ai peur, moi ce qui me fait peur, c'est quand il n'y a pas de concurrents. Je me dis, c'est bizarre. Soit il y a un monopole de quelqu'un, l'État ou quelqu'un qui est là et qui a un monopole total sur le business, et dans ces cas-là, tu ne peux pas faire grand-chose. Soit les entreprises n'ont pas voulu y aller. Et donc, s'ils n'ont pas voulu y aller, c'est qu'il y a un sujet. Donc, les concurrents. Et le troisième point, c'est là-dessus, c'est ensuite vous. C'est vous, qu'est-ce que vous. Il faut se connaître. Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles? Qu'est-ce que vous avez apporté justement de différents USP? Rappelez-vous, Unique Selling Proposition. Donc, ce que vous apportez d'unique par rapport à ce que font vos concurrents. La valeur, ce qu'on appelle valeur ajoutée, parce qu'on utilise le mot valeur ajoutée à tort et à travers. Mais c'est ça la valeur ajoutée. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter d'unique et de différenciant à nos clients par rapport à leurs besoins et par rapport aux concurrents les concurrents, j'insiste, les concurrents petits, gros, moyens, peu importe, qu'il existe aujourd'hui. Et ça, c'est un élément important. On ne le fait pas assez. Moi, quand j'accompagne des startups, quand j'accompagne beaucoup d'entreprises, on ne le fait pas assez. Et on a souvent, encore une fois, peur de la concurrence, alors que c'est le contraire. Il faut vraiment très, très bien connaître ses concurrents. Question par rapport à ça, c'est que, notamment, j'allais dire par rapport à ces points de force ou par rapport à la question de la concurrence, j'ai l'impression qu'il y a souvent parfois des mots valises dans lesquels on met des forces, mais qui n'en sont pas vraiment. Du genre, nous, on va faire du sur-mesure, nous, on va faire de l'accompagnement. Enfin bon, je pourrais en citer pas mal. Et on va être proche de nos clients. Oui, ça, on est d'accord que je ne mettrais pas, ou à moins d'avoir une preuve incarnée de cette différenciation, mais c'est souvent des choses à éviter, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours les mots bateaux. On va faire du sur-mesure avec nos clients. On est à l'écoute de nos clients. Bah, encore heureux. Désolé, mais encore heureux, vous êtes à l'écoute de vos clients. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment avoir des facteurs différenciants. C'est de dire comment vous faites la différence et est-ce que cette différence est perçue et est-ce que cette différence est appréciée. C'est pour ça qu'on disait avec Eddie, on disait avec Sylvain tout à l'heure, il faut que vous co-construisiez vos offres, vos produits, vos services avec un écosystème, avec votre ICP, avec votre écosystème. Si vous travaillez avec les RH, il faut avoir dans la construction de vos offres des RH qui vont vous dire oui, effectivement, ça répond à mon besoin. Non, alors ça, non, c'est pas quelque chose qu'on a besoin forcément. Ah tiens, ça serait intéressant d'avoir. Moi, par exemple, sur la startup que j'ai créée sur les RH, j'avais dans mes bêta-testeurs des RH qui étaient là avec moi et qui me disaient le bouton là il est pas beau, non ça faut que je change, ah ça cette fonction j'aimerais bien l'avoir, ah est-ce que je peux avoir telle ou telle fonction, tu prends pas, mais en tout cas tu as une visibilité des opérationnels métiers qui vont, tes futurs clients, donc tes prospects qui vont utiliser ta solution, donc faut pas hésiter. Ok, alors n'hésitez pas s'il y a des commentaires ou des questions, évidemment. On avance, donc on est
on considère qu'on est à peu près calé sur cet élément-là. On a défini son USP, on a travaillé sur le ciblage. Quelle est pour vous après l'étape clé? Parce que j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse idée, hein, que les jeunes là qui sont sur ces projets se mettent tout de suite dans une logique, je vais chercher des fonds, des subventions et ainsi de suite. Est-ce que ça c'est la mauvaise logique? Est-ce qu'il vaut mieux, ou est-ce que l'idée de bâtir un plan qui est plutôt un plan alors business plan, enfin au côté c'est mon modèle économique et le plan d'action commerciale, c'est quoi l'étape suivante clé pour vous? La meilleure levée de fonds, c'est d'aller signer des clients. C'est ça la meilleure levée de fonds, je vous le dis. Hein. J'ai levé beaucoup d'argent, je l'ai dit, hein, plus de 8 millions d'euros dans ma dernière startup. Sachez que la levée de fonds, c'est de la dilution. On parle de levée de fonds, là, on ne parle pas de financement, etc. C'est de la dilution. Donc, vous diluez votre entreprise, vous donnez des parts de votre entreprise à des personnes extérieures. Et je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, ça apporte beaucoup de choses. Mais en tout cas, la première étape, si je réponds à ta question, Erwan, la première étape, une fois qu'on a fait son USP, son PSE Persona, son ICP, tout ça, c'est d'aller confronter votre offre ou votre service à vos clients. C'est ça, je pense que moi, c'est la meilleure des choses. C'est d'aller voir le client, est-ce qu'il achète ou pas. C'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire, est-ce que mon offre, mon service, mon produit rencontre son marché? Et à partir du moment où vous avez 1, 2, 3, 10 clients, là, il faut se poser la question de lever de l'argent. Il faut lever, moi je dis souvent, on parle de la levée de fonds, on en parlera, je pense, peut-être à Erwan tout à l'heure, mais juste en petit teasing, la levée de fonds, il faut qu'elle ait un but précis. Si lever de l'argent, c'est de se dire, je vais avoir de la trésorerie et être tranquille dans mon compte en banque en disant que j'ai tant de millions d'euros ou tant de centaines de milliers d'euros dans mon compte pour être assuré, ça sert à rien. Si vous levez pour dire, OK, maintenant je vais prendre 10 commerciaux, et écoutez bien ce que je dis, hein, je vais prendre 10 commerciaux, je ne vais pas prendre des bureaux extraordinaires et faire la fête à Las Vegas. Non, je vais prendre 10 commerciaux pour aller développer mon produit, mon service et développer la vente. Ça, je peux dire oui, si vous avez besoin de 10 commerciaux. D'accord. Il Alors, y avait une question, sauf je que crois. là, on est là-dessus, ce qui suppose donc, d'où le fait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'Aurélie se positionne sur le sujet, sur la question d'établir un plan d'action commerciale. Est-ce que lui vient plutôt après la question du business model? D'abord réfléchir à comment fonctionne mon modèle économique, j'imagine, avant de travailler sur le plan d'action commerciale. Oui, alors il y a le business model, alors, notamment le plus classique que vous connaissez, je pense tous, la matrice BMC, Business Model Canvas, hein, qui est assez classique parce que voilà, c'est éprouvé. Mais ça, c'est en amont. Ensuite, une fois qu'on a fait son business model, on va travailler sur son BP, business plan, et sur son deck. Donc le deck, vous le connaissez, c'est un plan d'action de comment vous allez développer votre entreprise, aussi bien sur la partie commerciale que marketing, que la partie financière et effectivement mettre des jalons et de se dire, OK, la première année, voilà ce que je vais faire. Voilà mon objectif. Il faut parler aussi, très important, parce que souvent on l'oublie, hein, mais c'est quand même un des éléments clés et phares, la rentabilité, le point mort. Ça, c'est de se dire très rapidement, bah, quand est-ce que je suis rentable? Il me faut combien de ventes pour être rentable? Est-ce que je vais être rentable la première année, la deuxième année, la troisième année? Peu importe la réponse à cette question-là, il faut quand même le prévoir. C'est la planification est la clé. On l'apprend aujourd'hui chez Eurydice, hein, on l'enseigne, hein, le plan d'action commerciale. Toute cette partie-là, bah, un entrepreneur, il fait un plan d'action commerciale hein, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Ce qu'on appelle le DEC ou le DP, c'est un plan d'action commerciale. Hein. Mmh. Alors, qui intègre d'ailleurs, j'intègre une question, je crois que Johanna, c'était juste un petit pouce, hein, il me semblait pas que c'est une question, mais si vous voulez D'accord, mais intervenir. je crois qu'il y Et a des là, commentaires que je vois. voilà, donc il y a Aymen là-dessus. Alors, soit si vous avez matière à ouvrir votre micro, sinon je retraduis éventuellement pour vous ou je lis votre question. Ce que je comprends, c'est un petit peu la contradiction entre le fait d'aller se tester. Et même, vous avez moyen d'ouvrir votre micro ou pas? Tout à fait. Ah d'accord. Bonsoir Donc, à je vais vous laisser tous. poser votre question notamment. J'avais juste une petite question. Makram nous disait que pour justement, vous aviez le meilleur moyen, on va dire, de lever des fonds, c'était d'abord d'aller vendre son produit au client. Mais je me dis que si au départ, j'ai besoin de fonds justement pour façonner mon produit,
et que j'ai besoin de construire. Un exemple, je sais pas, j'ai besoin de faire une application qui va tourner, je sais pas, moi, qu'elle soit on-prem ou sur du cloud, j'ai besoin de l'héberger pendant X temps, j'ai un dev à faire, etc. Au total, j'en ai pour 250 000 euros sur le produit et que j'ai besoin de lever les fonds pour façonner le produit. Comment je peux aller voir des clients et Mhm. leur vendre alors que j'ai besoin de façonner le produit dans un premier temps? Est-ce que je vais aller voir des clients potentiels et leur dire, voici le produit que j'envisage de faire. Est-ce que vous seriez à même de consommer ce produit si celui-ci se présentait sur le marché et faire une étude dans ce sens-là Alors, Ayman, c'est une très bonne question, puisque évidemment, c'est la contradiction majeure qui est d'aller voir des clients si on n'a pas éventuellement la possibilité d'avoir l'outil. Voilà. Comment on fait? Et je crois qu'Edith a peut-être été aussi confrontée peut-être à cela, et Makram également. Alors, comment on résout son Oui, alors je peux paradoxe, commencer monsieur si tu Makram? veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, il y a quelque chose qui se fait beaucoup. On le parlait tout à l'heure, c'est la co-construction. Donc, tu vas construire. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des outils où on peut créer très facilement aujourd'hui pour faire des POC, parce que on appelle ça proof of concept. Hein. Tu vois, Emen ou pas? C'est de Ouais, dire, totalement. allez, voilà, présenter l'idée de ton produit qui marchouille un petit peu à peu près au départ, qui dit voilà ce qu'on va faire, c'est en développement, est-ce que vous m'accompagnez et est-ce que déjà ça répond, rappelez-toi, hein, à votre pain point. Et ça, on a plein aujourd'hui d'outils qui nous permettent d'avoir des versions, ce qu'on appelait bêta, alpha, ce que tu veux au départ, qui te permet d'avoir un début de choses à montrer. C'est ce que tu vois Ça ce que je permet veux dire, d'avoir une Evan? promesse, en tout cas, là-dessus. Exactement, une Ok. promesse. Est-ce que toi, Edith, tu as Bon, été juste pour vous confronté? dire, on n'est plus, Vas-y, vas-y, pardon, Makram. pardon, je disais, on n'est plus à l'époque où moi j'ai connu ça dans les années 2010, etc., où on levait beaucoup d'argent avec des PowerPoint, ça marche plus, hein, je vous le dis tout de suite à tout le monde. Cette époque-là où tu arrivais avec un PowerPoint en disant ouais, j'ai un truc de fou, c'est extraordinaire, et les gens te finançaient, ça c'est fini ça. Je l'ai connu, c'était une belle époque, Avec les mais valises. aujourd'hui, non, ça fonctionne plus comme ça. Avec la valise, ouais. Oui, mais je sens qu'avec la logique de l'IA, certains voudraient peut-être y revenir. C'est-à-dire qu'une IA qui doit exister au Oui, fond d'un puits, qu'on pourrait. Voilà. Eddy, est-ce que toi, tu as été confronté un peu à ce type de situation et ce paradoxe de ne pas avoir tout à fait encore le produit ou la solution, mais quand même d'aller contacter des clients, justement? Ouais, alors, je trouve que c'est la première erreur en fait que malheureusement beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'ils veulent en fait avoir le produit parfait dès le début. Et en fait, mm, c'est beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'investissement aussi, donc de pouvoir effectivement prendre de l'argent et de l'investir à droite à gauche. Et au final, c'est de se dire, OK, je ne peux pas aller voir les clients, je ne peux pas aller voir les prospects sans avoir un produit fini à 100%, parce que c'est sûr que ça ne va pas marcher, parce que ça ne va pas le faire, etc. En fait, l'erreur, elle est là. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est de se dire, comme Makram le soulignait précédemment, c'est de se dire, OK, le truc, il est bancal, ça tient avec 3 bouts de scotch, et cetera. C'est un peu à l'arrache, c'est un peu compliqué. Mais au final, si on arrive à présenter ça, en fait, à certains prospects et qu'ils achètent l'idée, ils achètent le produit, même s'il est bancal, c'est que déjà, on est déjà sur une bonne piste et on peut se dire, mon truc, il est quand même un peu dégueulasse, hein, pardonnez-moi du coup les mots, mais c'est un peu dégueulasse. Et malheureusement, il y a quand même du coup cette envie et il y a quand même du coup voilà, on a des clients qui sont quand même assez intéressés. Donc j'ai envie de dire, ne perdez pas trop de temps en fait il y a un moment donné où y aller. Il va falloir du coup aller appeler des clients, appeler des prospects, pouvoir montrer un petit peu ce qu'on a. Et on le disait tout à l'heure, hein, le fait de partir sur des proof of concept, des maquettes, etc. Donc il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui qui permettent d'avoir un produit qui n'est pas complètement fini. Mais au moins, on a l'idée générale qui permet de répondre aux besoins du marché. Alors, on a un autre entrepreneur avec Yanis, notamment, qui a une question ou peut-être une remarque à ce stade. Ouais, Yanis. bonsoir tout le monde. Une question-réponse, on va dire, plus pour répondre à la question d'Ayman que je trouve pertinente, parce que je me suis aussi retrouvé confronté à cette idée. Et le POC, en fait, vraiment le POC, où il y en a qui appellent ça le MVP, bon, ça veut dire la même chose. En fait, c'est une version un peu minimaliste de ton ouais, produit, Ayman, avec les fonctions essentielles, tu vois. Et je vais te donner un exemple. Nous, par exemple, on propose on propose une application de livraison de médicaments à domicile. Bah, au début, on est Donc, parti il sur s'appelle Ordolib, hein, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, pour l'instant, pub, c'est ça, Ordolib. Et au début, on est parti chez nos clients, donc les premiers pharmaciens, avec un fichier Excel. Donc c'est peut-être drôle sur le moment, ça paraît bizarre, mais avec un fichier Excel, on demandait aux patients de remplir le fichier Excel. Donc avec information principale, nom, prénom, adresse mail, adresse à laquelle vous voulez vous faire livrer, photo de l'ordonnance, carte vitale.
On prenait ce fichier Excel, nous, après, on le transformait de manière assez jolie, on l'envoyait au pharmacien et on réalisait nous-mêmes la livraison. L'idée derrière, c'est juste prouver que le modèle fonctionne, en fait. Pour moi, la tech derrière, c'est juste un moyen. Nous, notre technologie, elle ne sert à rien si derrière, il n'y a pas de livraison, en fait. Donc, la tech, chez nous, c'est un moyen qui permet de montrer que notre modèle est viable. Et c'est ça que les clients ont besoin de savoir. Et une fois, parce que, Ayman, si tu développes ta tech et que derrière, tu n'es pas conforme au marché, crois-moi que tu vas perdre beaucoup d'argent. Et il y en a beaucoup qui se mangent la gifle du marché. Ouais. Donc, voilà mon petit retour d'expérience. C'était de souci à développer un petit POC. C'était, en fait, Yannick, je me permets, c'était quand même un modèle il y a quelques années. C'était de dire, il faut un super produit technique, parfait, nickel, avant de pouvoir proposer ça à ses clients. Ça, c'est vrai que c'est un modèle qui existait. Je pense que vous avez connu, Eddy, Erwan, ce côté, il faut sortir le truc parfait, nickel chrome, sinon ça marchera pas. Je pense qu'on est revenu de ça. Je pense qu'aujourd'hui, justement, avec la technologie, on peut développer plus facilement. On a moins besoin de mettre beaucoup d'argent pour développer des choses. Avec ChatGPT ou autre, on peut faire des MVP, comme expliqué. Donc, c'est vraiment des minimum value product aujourd'hui assez facilement. On est moins amené à ça. Et je pense que les clients apprécient plus de dire, OK, on est en train de construire quelque chose avec vous. Et si effectivement, c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra investir plus d'argent. Et effectivement, vous ferez des économies en faisant ça. Hein. Donc faire une maquette sur Figma ou quoi que ce soit, histoire juste de montrer à peu près à quoi ça ressemble. Sur ce que tu veux. Okay. Exactement. Sur ce que tu veux, à partir du moment où ta fonctionnalité principale est utilisable. Voilà, est utilisable et mise en avant. En disant, voilà la fonctionnalité phare de mon produit. Tu vois, par exemple, ce que disait Yanis, c'est que lui, ça, c'est une application pour livrer. Bah, sa fonctionnalité phare, c'est livrer. Bah, il l'a fait. Je sais pas comment il l'a fait. Il l'a pris à pied, en vélo, en scooter, en ce que tu veux, mais il l'a fait. Ok, merci à vous. Alors, on voit, parce que le temps passe vite dans notre cycle de création et de start-up. Donc, on imagine que là, la start-up se lance. Je pose une question parce que je voyais un start-upper ce matin, notamment, alors, un concurrent, mais allez, on va le citer, qui s'appelle Open Classrooms, notamment dans le monde de l'éducation. Et à l'époque, ils avaient créé, d'ailleurs, plutôt pour les développeurs, ça fait un petit lien avec ce que dit Johanna dans le chat, mais au début, ils avaient créé un site qui était plutôt tutoriel en ligne pour les développeurs. Et ils s'étaient posé la question en disant, est-ce qu'on crée notre ERP maison ou est-ce qu'on l'achète? Alors eux, en plus, comme c'était des natifs, j'allais dire, du monde de la tech, ils se sont dit, on est des développeurs, on va créer notre propre ERP, notre propre outil, et ainsi de suite. Tout en étant des spécialistes, ils ont galéré finalement plusieurs années, et au bout d'un certain temps, ils se sont dit, mais en fait, on est bête, il y a eu 12 millions de personnes qui utilisent d'autres ERP ou CRM qui sont là-dessus, et finalement, on ne va pas s'entêter à faire des choses qui paraissent bien plus finalement complexes qu'on l'imaginait au départ. Alors, est-ce que vous, là-dessus, vous avez des expériences un peu de ce type? De votre côté, est-ce que c'est build, je construis quelque chose ou j'achète? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez été confrontés, que ce soit Eddy ou Makram, dans les entreprises que vous avez créées ou dans celles que vous avez conseillées? Build ou buy? Ou buy? Je construis ou j'achète? Est-ce que vous avez été confronté à ce dilemme? Eddy, par exemple. Non, pour le coup, j'ai pas d'exemple à donner là-dessus, D'accord. j'ai pas d'expérience, donc non, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire. Alors, on verra du côté de Yanis et Makram d'abord. Ouais, alors c'est effectivement toujours le même sujet, c'est de dire, ok, est-ce qu'on construit un truc, ce que j'appelle from scratch, hein, vraiment, on se dit c'est du sur-mesure, c'est vraiment ce qu'on disait, Erwan, hein, on va faire du sur-mesure, on va faire un truc pour nous, etc. Moi, j'ai un principe, faut pas réinventer la roue. S'il y a quelque chose qui fonctionne, on peut améliorer, apporter des plugins, apporter des choses, etc. Mais comme tu disais, Erwan, pour Open Classroom, c'est toujours ça. C'est à chaque fois qu'on a voulu réinventer la roue et réinventer les choses, on perd beaucoup d'argent, en fait. On perd énormément d'argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups à une époque qui se faisaient beaucoup racheter. C'est que dès que tu as quelque chose un peu d'innovant qui change un peu avec justement des USP assez forts, ils sont rachetés parce que des gros vont arriver, notamment pour les ERP, en disant ah tiens, c'est une bonne idée ça. On va racheter au lieu de développer. C'est ce que font toutes les GAFAM, hein. C'est ce qu'ils font. Hein. Au lieu de se dire bon je vais développer un nouveau truc, etc., ils vont dire tiens, il y a cette startup là qui est intéressante, ils l'ont déjà fait, on rachète. C'est plus facile. Yanis, peut-être, je ne sais pas si c'est un témoignage également ou.
Déjà, sur ce que Makram dit, je suis d'accord. C'est vrai que les gros acteurs, ils ont du mal à innover. Ils n'ont pas cette capacité d'agilité comme peuvent les avoir les petites. Moi, je me rends compte même chez mon employeur actuel, chez Atos, où avec les nouveaux profils, par exemple DevSecOps et compagnie, on a encore du mal à recruter ce genre de profil. On est obligé de passer par des ESN un peu plus pure player du marché, justement, quand on a ces demandes côté client. Et sinon, pour revenir sur la demande, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. En tout cas, si c'est au niveau de la tech, nous, on a fait le choix de l'internaliser, justement, parce que j'ai toujours pensé que j'engageais un développeur un peu plus par le biais de part que passer par une ESN et juste lui donner de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, on a fait le choix justement d'internaliser. D'accord, donc toi tu serais plutôt dans l'école là, enfin en tout cas de construire ou de bâtir ton propre outil ou ta propre solution, quoi. Ouais, c'est ce qu'on fait. Ok. Alors, petite question intermédiaire quand même, parce qu'elle n'est pas anodine, elle nous est souvent posée par Startupper, c'est la question juridique. C'est-à-dire le choix du type d'entreprise. Est-ce que ça, c'est... Alors, je sais bien qu'évidemment, c'est sûrement important, mais est-ce que par vos expériences, justement, ça a été déterminant, un élément clé? Je vois que Eddy sourit, donc je me dis qu'il y a peut-être un sujet là-dessus. Ouais, alors il y a un sujet, il y a un sujet, pardon, par rapport à pas mal de choses. Bon, déjà, il faut penser, je rigole parce que c'est les taxes qui me viennent tout de suite, en fait, Ah, voilà. oui, ça doit être plus lié fiscal, oui, tu as raison. Voilà, c'est plus la partie effectivement fiscale. Je sais pas si ça répondra en tout cas à ta question, Oh, bah, ça peut être Erwan. une partie, c'est-à-dire que le choix, tu as raison. Là, je pensais au choix juridique, mais souvent, tu as raison. Ce qui préside à ça, c'est aussi les questions de taxation, voire peut-être plus tard de revente. Enfin, voilà. Donc, ça, si tu peux Ouais, nous en dire un mot ou un exemple ouais, sur le ouais, non, sujet. non. Il faut faire effectivement super attention à tout ça. Forcément, quand on commence à monter une start-up et on commence à avoir des premiers clients et qu'on commence effectivement à avoir un peu de chiffre d'affaires, il faut d'ailleurs penser effectivement aux bénéfices que la société va sortir. Forcément, il y aura des impôts là-dessus. Alors, tout dépend de si vous vendez un produit ou un service, tout dépend du coup quel marché aussi vous adressez, hein. Si on attaque du coup le marché européen, le marché africain, etc. Voilà, donc il faut toujours faire un peu attention. Mais oui, forcément, d'un point de vue fiscal, il va falloir regarder un peu, bon, ok, si j'attaque le marché européen, est-ce que je décide de monter mon SA, mon SAS en France? Est-ce que effectivement, peut-être, si j'engage, du coup, je souhaite pénétrer le marché africain, est-ce que peut-être ce serait bien d'avoir une société offshore, du coup, à droite à gauche? Moi, je suis digital nomade, donc ça veut dire que j'ai ma société qui est basée en Estonie et qui me permet, donc c'est une société offshore, hein, c'est-à-dire que la plupart du coup de vos clients ne sont pas sur le marché estonien, en tout cas pour le coup, mais ils sont du coup en dehors voilà, en dehors donc du pays en question. Donc c'est toujours important de se dire, à partir du moment où effectivement, quelle zone géographique on va aller attaquer, où sont nos clients, où est-ce que notre société du coup va être basée. Et effectivement, c'est toujours important d'avoir un agent du coup dans Avant de une. passer la parole à Makram, qui a l'air de vouloir intervenir, petite question, parce que alors, l'Estonie n'est pas complètement exotique, mais elle n'est pas non plus très loin de l'Ukraine. Est-ce que le Ouais, risque de ces derniers temps, parce qu'il y a quand même pas mal de régions qui étaient privilégiées, qui commencent à chauffer sur le plan, enfin qui commencent ou qui chauffent sur le plan géopolitique, est-ce qu'il n'y a pas parfois des formes d'exotisme qui se retournent un petit peu éventuellement au regard de situation? Enfin, tu faut peut-être pas faire. connu ça, mais peut-être Ouais. dans l'environnement que tu as connu, est-ce que ça a pas été ou c'est pas toujours problématique? Alors, faut faire attention et effectivement, faut toujours avoir, tu fais bien de mettre le sujet sur la table, Erwan, parce que faut toujours un petit peu regarder l'aspect un peu politique, qui se passe dans tel et tel pays. C'est clair que depuis qu'il y a eu, du coup la guerre, Russie-Ukraine, étant donné que l'Estonie, la Lituanie et cetera, bon, c'est quand même assez à côté. Le gouvernement estonien a quand même lancé pas mal de campagnes, de communication en disant: «Oh les gars, vous inquiétez pas, ça va bien Ouais. se passer, restez chez nous, on est OK là-dessus» et grâce à ça, du coup, on a eu, nous en tant qu'entrepreneurs, on a eu voilà, enfin, des nouvelles plutôt bonnes où on nous a offert des choses, on nous a réduit voilà, tel et tel prix, etc. Telle et telle souscription. Il faut faire aussi attention, par exemple, on parle souvent de paradis fiscaux. Si vous souhaitez du coup ouvrir votre société, par exemple, au Delaware ou au New Mexico, à partir du moment où Biden du coup est arrivé comment dire, en tant que président, il a effectivement un peu tout défoncé sur le terrain et du coup énormément d'entrepreneurs qui avaient des sociétés offshore là-bas ont dû effectivement bouger dans d'autres pays. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, Erwan, il va falloir quand même faire super attention et connaître bien entendu le milieu un peu politique d'où votre société va être créée. Makram, tu voulais réagir au départ? Alors, messieurs, vous avez entièrement raison, mais je veux être un
tout petit peu en amont de tout ça, à la création, et je vais aborder un élément hyper, à mon sens, important. Je le souligne toujours parce que c'est un élément qu'on oublie ou que volontairement on veut pas aborder. C'est quand vous êtes plusieurs à créer une entreprise, c'est un document qui est très important, ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires ou le pacte d'associés. Je pense que c'est un document fondateur. Parce qu'en fait, au départ, quand il n'y a pas d'argent, quand vous êtes dans le développement, quand vous êtes encore dans la création, quand on est dans l'époque, encore une fois, il n'y a jamais de problème. On est là, on développe, c'est friendly, etc. Mais dans la vie d'une entreprise, il va y avoir des succès, des échecs, des opportunités. Et si on ne s'est pas mis d'accord sur le contrat entre nous, il va y avoir des gros problèmes. Je donne un exemple tout simple. Vous créez une société, elle commence à fonctionner, vous n'avez pas de pacte d'actionnaires, et là j'ai une société avec Eddy, d'accord, et Eddy décide de partir de l'entreprise. Ok, très bien, il veut partir de l'entreprise. Comment on fait? Qu'est-ce que deviennent les parts d'Eddy? Est-ce qu'il les vend à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il les vend à moi? Est-ce qu'il les vend à SAP ou à Oracle ou à Atos? Est-ce que moi j'ai envie que ça se passe comme ça? Autre sujet, je vous le dis comme ça, demain, une grosse entreprise, Microsoft vient nous voir et dit, je veux vous racheter. Moi, je suis d'accord, Eddy n'est pas d'accord. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne fait pas en fait. Donc, si on n'a pas de pacte d'actionnaires qui est la base pour moi d'une association entre associés, on va arriver à des grosses difficultés. Donc ça, c'est un document, tu parlais du juridique, hein, parce que c'est vraiment un document juridique qui est fait par un avocat qui est spécialisé. Moi, j'en connais plusieurs avec qui je travaille depuis des années qui font ça. C'est leur métier, ils font que ça, ils font que des pactes d'associés. C'est vraiment une question qu'il faut se poser à la base, au départ. Et en fait, il n'y a pas de règle. Justement, c'est à vous de mettre les règles. C'est de dire, OK, Eddy, tous les deux, demain, si Microsoft vient nous acheter, est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? C'est quoi la règle qu'on se met? Est-ce que tu es obligé de me vendre tes parts? À combien? Voilà. Tout peut exister dans un pacte d'actionnaires, mais il faut se le dire, il faut se le poser. Je donne un exemple, Erwan, parce qu'un de nos finalistes de l'année dernière, qui est la société des likes, est en plein dedans. Je continue à les suivre un petit peu. Et justement, là, ils sont sur Ryan, notamment de Like, et en train justement de bâtir son pacte d'actionnaires, son pacte d'associés. Et justement, il m'évoquait les difficultés à échanger avec ses associés en disant, bah voilà, il faut se mettre d'accord sur les règles, on n'est pas forcément d'accord. Ça se discute un petit peu, en tout cas, ça c'est un peu. Mais c'est important. Ça me fait penser, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on ne va pas creuser fortement le sujet. De toute façon, aujourd'hui, c'est un peu une ébauche et de donner envie. Mais parce qu'on a parlé de pas d'actionnaire, mais sur le choix de ses associés, est-ce qu'à la lumière de ça aussi, parce que souvent, on connaît l'histoire de entre potes ou éléments un peu complémentaires, mais est-ce qu'à la lumière de vos expériences, vous diriez que, comment, c'est une évidence de dire que, OK, il faut bien choisir son associé là-dessus, mais est-ce qu'il y a pour vous des conseils à la lumière de ce que vous avez vécu ou des personnes que vous coachez notamment, des choses maintenant qui vous paraissent essentielles à éviter ou à choisir en la matière? Moi, j'ai une règle d'or. J'ai une règle d'or avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que les associés doivent être des personnes complémentaires. Vous entendez bien le terme, hein, complémentaires. Moi, quand j'ai monté mes entreprises, j'ai toujours pris des associés qui avaient une compétence que je n'avais pas, une compétence de développement. La société d'intelligence artificielle pour les RH, je ne sais pas faire une ligne de code, mais je ne sais pas ce que c'est le code. Hein. Pour moi, c'est de la couleur sur un écran noir. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai une compétence commerciale. Donc, ma compétence commerciale, je vais m'allier avec des développeurs. Je vais m'allier avec un directeur financier qui va pouvoir travailler sur des BP pour des levées de fonds à 10 millions. Vous voyez, pour moi, c'est une règle d'or vraiment. Hein, quand on choisit ses associés, c'est de se dire, OK, comment on peut avoir la complémentarité la plus importante possible et chacun son domaine de compétences pour pas se marcher dessus, déjà, d'une part, et que justement, chacun apporte une pierre dans l'édifice. C'est pour ça qu'on appelle souvent des fondateurs. Les fondateurs vont avoir une expertise, chacun, pour justement développer l'entreprise de manière très sereine. Parce que si vous avez 2 directeurs commerciaux en tant que fondateur, il va y avoir un problème tôt ou tard. Tôt ou tard. En tout cas, c'est une de mes règles d'or phares que je conseille et que je m'applique à moi-même, c'est la complémentarité des associés. Alors, on va avancer, sauf si Eddy a un témoignage sur le sujet, parce qu'il nous reste quelques minutes. Non, je suis complètement d'accord avec ce que dit Makram là-dessus. La complémentarité, elle est importante pour éviter effectivement de se marcher dessus en fait. Hein.
durant cette aventure entrepreneuriale, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir effectivement des acteurs qui souhaitent exactement faire la même chose et qui se disent non, 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 moi j'ai les compétences pour faire mieux que toi, laisse-moi gérer cette partie. Ça va créer de la frustration parce que l'autre va voir qu'au final, son travail n'était peut-être pas aussi bon que toi tu l'avais pensé. C'est toujours un peu compliqué. Et dernière chose, mais alors il faut toujours faire aussi un peu attention en se disant, des fois on est avec plein de potes, on est avec des amis, on se dit, putain, on a une idée de boîte et on aimerait bien du coup créer ça tous ensemble. Et en vrai, c'est toujours un rêve de se dire de créer une entreprise avec ses potes. Je suis pas très fan de l'idée parce qu'on a tous plein de potes aujourd'hui qui sont très très cool, mais qui ont peut-être pas au final cette âme d'entrepreneur. Et malheureusement, le fait de se dire on ouvre une boîte et qu'au final, vos potes sont peut-être pas aussi compétents que vous ne le pensiez, du coup, vous brisez une amitié et vous explosez une société. C'est peut-être un peu, Ça fait beaucoup. dommage. Ça fait beaucoup, ouais. Alors, je reste dans le temps qui nous reste là-dessus, peut-être parler justement, parce que c'est quand même souvent un sujet, d'ailleurs souvent qu'on met en premier, mais nous on le met vraiment à la fin, c'est la question des fonds, de la levée de fonds et aussi la question de la valorisation. On dit ça parce que, et là dans le cadre du concours Startup Nation notamment, à la fin, dans la dernière étape, vous allez être devant des investisseurs. Et par définition, il va falloir se positionner pour dire, déjà ce que vous souhaitez comme somme, pourquoi faire très exactement comme disait Makram, donc la destination, et puis surtout les questions de la valorisation. On a vu que l'année dernière, parfois, il y avait des choses un peu fantaisistes sur la manière d'essayer de valoriser sa structure. Donc déjà, si on fait en gros 2 étapes, c'est-à-dire d'abord les fonds, peut-être comme qui on présente, enfin voilà, ce choix, et puis après la question pour finir de la valorisation. Makram sur ce point, puisqu'en plus tu Alors, as déjà oui, alors, expérimenté. sur ce point, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut exploiter et aller voir tout ce qui peut être dans le financement des startups ou des entreprises, puisqu'il y a plusieurs dispositifs en France qui vous permettent d'avoir des prêts d'honneur, des financements. Je parle de la BPI, je parle des CCI, je parle d'incubateurs, je parle de tous ces structures-là qui alors là, on parle de systèmes non dilutifs. Alors, il y a deux éléments. Il y a les systèmes dilutifs et non dilutifs. Dilutif, ça veut dire que vous allez ouvrir votre capital à quelqu'un qui va mettre de l'argent. Donc, il va acheter des parts de votre entreprise. Donc, il sera dans votre entreprise avec vous puisqu'il aura des parts. Le non Donc dilutif. là, vous diluez. Là, on dilue dans ce cas-là. Voilà. Okay. Là, on dilue, exactement. Le non dilutif, c'est quelqu'un qui va, une structure qui va vous financer ou qui va vous prêter de l'argent, d'accord, à des taux zéro ou des choses comme ça. Et comme je vous l'ai dit, vous en avez donné quelques-uns, la BPI, notamment, un des rôles de la BPI, c'est ça, c'est de financer des entreprises. Les banques peuvent vous accompagner aussi, il y a des prêts d'honneur, il y a encore une fois tout ce qui est incubateur, tout ce qui est structure qui peut vous accompagner, qui peut vous apporter des éléments là-dessus. Il y a aussi quelque chose, je vais le dire, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais le dire parce que c'est une exception française qui est extraordinaire. Alors, je sais que ça a changé de nom, mais vous savez qu'on a un dispositif en France sur le Pôle emploi qui permet aux entrepreneurs d'être accompagnés dans leur création d'entreprise. Donc ça, c'est une l'ACRE, merci Yanis, ou ACRE, ARS ou ACRE, effectivement. Et vous avez deux choix. Soit vous pouvez récupérer une partie de vos droits en 2 fois, 50%, 50% qui permet de financer quand vous avez besoin de trésorerie. Soit vous pouvez être entrepreneur, donc déclaré au Pôle emploi. Alors, c'est plus Pôle emploi maintenant, pardon, j'ai le nouveau nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. France, non, c'est quelque chose comme ça. France Travail. France Travail, ouais, exactement. France Travail, voilà, France Travail, donc qui a changé de nom là au 1er janvier. Donc France Travail permet aux entrepreneurs qui se déclarent entrepreneurs de continuer à garder leurs droits et d'être payés par France Travail et d'entreprendre. Et ça pendant la durée de leur projet entrepreneurial. Donc ce sont des dispositifs et c'est pour ça que je dis souvent le Pôle emploi, maintenant France Travail, est le premier investisseur des entrepreneurs en France. J'en ai bénéficié plusieurs fois, je l'ai fait, ça fonctionne, je peux vous le dire, ça fonctionne. Vous pouvez être accompagné par le Pôle emploi quand bien sûr vous êtes dans les conditions du Pôle emploi. C'est-à-dire que vous avez cotisé assez pour avoir les conditions de l'indemnisation du Pôle emploi. Mais c'est un des premiers éléments. Et ensuite, effectivement, pas hésiter de se faire accompagner par toutes les structures qui peuvent vous accompagner de l'État. Et il y en a beaucoup, et c'est pour ça que la France est vraiment un berceau. C'est pour ça qu'on parle de Startup Nation en France, où il y a beaucoup d'éléments. On est vraiment
très bien accompagnés dans le non dilutif comme le dilutif en France. Ça marche. Alors, si on revient maintenant, et merci pour ces précisions, sur la question, pareil, alors là, c'est le choix, donc dilutif, non dilutif. Sur la nature aussi des investisseurs, alors si on revient sur le côté plutôt, dilutif, là encore, j'imagine que parfois il y a des expériences qui peuvent être, bonnes, moins bonnes, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des écueils, à éviter? Souvent la perception que l'on a, c'est, en gros, le fond sympa à l'entrée, mais une fois qu'on fonctionne, c'est le côté avec des attentes, hyper dures, sur le sujet. Est-ce que là aussi il y a des écueils à éviter et comment on peut le faire pour nos futurs Alors, c'est start-upers? pas des écueils à éviter, alors, c'est pas des écueils à éviter, c'est vraiment une connaissance. Il y a 2 types d'investisseurs dans le dilutif, hein. Il y a les investisseurs complètement passifs. Alors, faut le savoir, c'est quelqu'un qui va mettre de l'argent dans son entreprise, qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir des bénéfices, du rendement sur son investissement. Donc, il le prend comme un investissement. C'est-à-dire, voilà, je mets X euros, on est aujourd'hui là, je veux que dans 2 ans, je récupère x2, x3, x5, x10, mais il vous le dit dès le départ. Il n'y a pas de débat, il vous dit voilà, moi je mets de l'argent et il attend quoi? Il attend du reporting en disant voilà, tiens-moi au courant régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, etc. C'est comme s'il investissait en bourse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'investisseur passif qui met de l'argent. Moi, j'en ai souvent, c'est parce que comme il y a un dispositif de l'État qui fait que vous bénéficiez de réduction d'impôts quand vous investissez dans le capital d'une PME en France, ce sont des investisseurs, j'en ai fait aussi, hein, des investissements comme ça, où vous bénéficiez de réduction d'impôts parce que vous investissez dans une start-up. Ok, ça c'est très bien, on le sait, c'est très bien. Maintenant, dans le choix de ces investisseurs, fonds ou investisseurs privés, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de poser la question, en dehors de l'argent, en dehors de la partie financement, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Est-ce qu'ils peuvent vous apporter un accompagnement sur des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément? Vous voulez vous développer à l'international, vous voulez créer une nouvelle branche, une nouvelle filiale, est-ce que ce fonds peut vous accompagner? Est-ce que ce fonds peut vous ouvrir des portes? Moi, il y a des fonds avec lesquels j'ai travaillé qui m'ont dit, OK, moi je connais 10 dirigeants du CAC 40, je vais te les présenter. Tu fais ton travail, tu présentes ton offre, etc. Mais je te les présente. C'est-à-dire que vraiment, hein, ils m'ont emmené voir le dirigeant. Bonjour, voilà, c'est Makram, parle avec lui. C'est un apport très important, hein. C'est quand même de la valeur ajoutée très très forte. Mais il faut poser la question au fond, en dehors de la partie financière, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Et ça, je trouve que c'est très important parce que ça évite en fait tous les écueils, comme tu disais, en disant bah oui, après, on va me pressuriser, ils m'ont pris 10, 20, 30% de ma société, et maintenant j'ai l'impression d'avoir un boss au-dessus de moi qui me demande tous les jours où est-ce que j'en suis et quand est-ce qu'il va récupérer son argent. Oui, ça fait partie du jeu. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils vous apportent aussi? Quelle est leur valeur ajoutée dans l'investissement qu'ils vont faire? Donc ça, c'est vraiment un conseil. Qu'est-ce que peut vous apporter le fonds en dehors de la partie financière? OK. Et enfin, si on termine, puisqu'on a dépassé notre heure, notamment, et peut-être sur la question de la valorisation par rapport à ça, Oui. puisque, là aussi c'est un élément essentiel, parce que souvent pour pouvoir aussi attirer, l'investisseur, c'est d'être capable d'évaluer et de valoriser sa structure. Alors en plus quand elle est naissante forcément, il y a, une petite partie, boule de cristal avec des choses qui sont parfois assez fantasques sur ça. Là aussi, quels sont les conseils que tu peux donner ou vous pouvez donner messieurs si vous avez eu ces expériences ou ce que vous conseillez à vos start-upers? Alors, très, très simplement, en early stage, c'est-à-dire que quand vous avez pas grand-chose, une belle idée et que vous voulez lever de l'argent, l'investisseur va investir sur une seule chose, une seule, puisque vous n'avez pas de produit ou de service ou vous avez une idée, d'accord? Il va investir sur la capacité, pardon, 2 choses, excusez-moi, parce que c'est important. La capacité de croissance future de votre idée. Donc là, dans le BP, il faut montrer que vous allez avoir une croissance comme ça, d'accord? Et il va investir sur, pour moi, le plus important, l'humain. Est-ce que les personnes qui sont devant moi, le ou les personnes, sont capables de délivrer le plan qu'il est en train de me présenter? Voilà. Ils vont investir que sur ça, hein, sur la personne qui va présenter le deck ou les personnes qui vont présenter le deck. Est-ce que le start-upper qui est en face de moi, l'entrepreneur qui est en face de moi, a les capacités de dérouler son plan?
Et je vais parier là-dessus. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui en tant qu'investisseur. Je parie sur l'entrepreneur ou les entrepreneuses qui sont en face de moi et qui vont me dire, voilà, on a cette idée, voilà comment on va le dérouler, voilà ce qu'on a Et envie de là, faire, voilà la concrètement, c'est croissance quoi? qu'il va y C'est-à-dire que avoir. c'est à la fois, si on prend les détails, c'est à la fois la capacité à présenter, la capacité à convaincre, la capacité à mener un plan commercial, c'est toutes ces dimensions. C'est là, c'est là où on va boucler le sujet. C'est que là où il faut vraiment montrer sa capacité commerciale. C'est justement là. L'entrepreneur doit avoir cette capacité de vendre à ses clients. D'accord, mais il va devoir vendre l'idée à ses investisseurs. C'est une vente, hein. C'est une vraie vente, hein. Et c'est une vente déjà beaucoup plus dure qu'à vendre à ses clients. C'est-à-dire convaincre quelqu'un d'extérieur qui ne vous connaît pas à acheter le développement d'une entreprise. Ah, c'est pas un produit ou un service, hein. C'est le développement d'une entreprise à long terme. Donc Alors, effectivement, c'est cette capacité commerciale de BizDev qui est importante. Alors, tu disais, premier point, c'était la dimension humaine. Tu évoquais peut-être un deuxième point. Donc je disais, le deuxième point, c'est la capacité à montrer que son projet est viable et scalable. Scalable, ça veut dire quoi? Duplicable. Est-ce que l'idée que vous avez va rester, on parle encore du SP, d'ICP, persona et de cible, est-ce que ce que vous vendez ou ce que vous voulez vendre va rester local? Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein. Faire une boulangerie, c'est très bien, hein. C'est local, ça peut très bien marcher, etc. Mais est-ce qu'on a la capacité à développer ce projet plus que dans son périmètre local? Est-ce que ça va être régional, national, international? Et ça, ça a une valeur. C'est-à-dire que ça, c'est une valeur importante. Est-ce que ce que recherche souvent, alors on entend beaucoup de stéréotypes des startups, mais scalabilité, vous l'entendez, mais est-ce que le projet ou le produit ou le service est duplicable facilement, rapidement? Ça, c'est le vrai sujet. D'ailleurs, c'est peut-être la différence entre l'entrepreneur et les start-upers. Au start-upper, il y a la notion de scalabilité qui peut être plus important que l'esprit d'entreprise en général. OK. On va conclure. Le temps, on a fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble. Merci en tout cas, et merci en tout cas à tous ceux qui ont pu participer. Alors, notamment des beautés comme un Eddy qui a été embarqué dans l'aventure comme d'habitude. Voilà, avec l'expert Makram, d'une part. Et puis merci que ce soit Yanis, par exemple, ou Emen qui ont pu interagir par rapport à ça. Est-ce qu'il y a, allez, pour finir, le dernier conseil qui tue pour tout, non pas qui va être mon associé, mais en tout cas peut-être aller par rapport au concours, tiens, Startup Nation, si le conseil clé que vous donneriez à ceux qui participent d'une part et ceux qui sont présents ce soir. Le conseil qui tue. Makram, moi, le conseil qui se lance. global, hein. Ouais, le conseil global que je dis souvent, c'est le plus grand risque qu'on peut prendre, c'est de pas en prendre. Donc, allez-y, do it, test and learn. Il faut faire. Quand je dis do it, c'est vraiment ça. C'est faites-le, allez-y. Vous avez une idée, il faut la tester. Faut voir que ça fonctionne pas. Mais encore une fois, c'est vraiment un de mes credos. C'est le plus grand risque que vous pouvez prendre, c'est de ne pas en prendre. Donc, allez-y, faites-le. Alors, Johanna, pour répondre à la question en attendant le témoignage d'Eddy, ce sera à la mi-février. Là, on va d'abord répondre, puisque là, on a eu évidemment beaucoup de projets, donc on va d'abord, entre guillemets, accuser réception. Et vous aurez début février, notamment l'annonce de ceux qui passent le cap, puisqu'il faut qu'on regarde les vidéos et les projets. Voilà. Eddy, toi, est-ce que tu as dernier que la baseline qui tue ou la punchline La punchline qui tue. Ouais, non, mais je pense que c'est plus l'organisation qui est extrêmement importante. Comme le disait Makram précédemment à juste titre, les investisseurs, avant d'acheter effectivement, avant d'acheter l'idée, ils achètent l'humain qui la présente. Soyez vraiment organisés, soyez convaincants quand vous avez effectivement, que vous aurez mis en place votre plan d'action commerciale, travaillez-le. Il faut absolument du coup que vous puissiez donner un maximum du coup d'éléments et voilà, encore une fois, soyez vraiment organisés dans la présentation de votre plan d'action commerciale. Dès les premiers instants, on va voir effectivement si on a envie de miser sur vous ou pas. C'est clair que si votre présentation, on sent qu'effectivement c'est un peu à l'arrache, vous n'avez pas assez travaillé le truc, etc. Même si vous avez le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure idée, bah du coup on n'achètera peut-être pas parce que on a senti que vous avez peut-être pas assez, vous avez pas peut-être pas assez travaillé votre presse. Donc voilà, soyez bêtes et disciplinés, essayez d'être un maximum organisé donc par rapport au time du coup qui vous sera donné, au timing qui vous sera donné. Et puis après let's go quoi. Alors moi j'ai un dernier
dernier conseil là-dessus par rapport à ce qu'on a pu voir l'année dernière avec des très très beaux projets, c'est parfois la question du bon sens. C'est-à-dire que, par exemple, et ça c'est déjà dans la définition du projet, je prends quelques exemples, quand on se dit on va être RSE et qu'on fabrique le truc en Chine, quand on va, vous voyez, éviter des contrats, quand on dit qu'on est seul et juste en tapant sur Google, vous êtes déjà 10, enfin voilà. Des choses qui paraissent vraiment bêtes qu'on fait au départ, mais on doit vérifier et surtout quand c'est vraiment structurant pour votre projet, s'assurer quand même que dans la réflexion générale, bah, qu'effectivement on vérifie bien, ce qu'on a annoncé et qu'il n'y a pas, quelque chose comme ça qui tout de suite vient, par contre, tuer votre projet quasiment en une question ou une phrase, notamment quand on se dit: «Bah, tiens, c'est bizarre, nous on vient de voir qu'il y a ce concurrent mais qui fait pile poil ça et qui a déjà 200 000 clients». Si vous ne l'avez pas trouvé, si vous voulez, c'est quand même extrêmement compliqué. Bon et ça normalement, on peut éviter ces Clair. erreurs relativement facilement. Merci à tous, on se retrouve bientôt de toute manière pour la deuxième étape du projet Startup Nation. Grand merci à nos invités, grand merci Makram évidemment, Eddy pour ta disponibilité. J'espère que je te vois en polo, alors qu'il neige à Paris ou pas loin, un frappe polaire. À Malaga, En à Espagne, Malaga, C'est ça comme va. ça, Ah, Elie, ça va. Malaga. à Malaga, ça va, je peux pas trop me plaindre. Super. Allez, portez-vous bien, plein de bonnes ondes pour 2024 et encore bonne année. À bientôt. Bonne soirée. Au Ciao, revoir à ciao. tous. Merci à vous, bonne soirée. Bye bye, bonne soirée. Merci. Au revoir.